Bonjour, je suis Salwa Berdaïchami. Je suis une fille de migration qui habite en Belgique. Et comme vous savez ou ne savez pas, la Belgique c'est un pays très petit, mais il est très compliqué. Et j'habite au côté flamand. Donc, le français n'est pas, c'est en effet ma 4e ou 5e langue. J'avais préparé la présentation en anglais, mais on m'a dit de laisser l'anglais au Yhanallah, comme a dit Omar Saoudi. Donc, je vais, dans l'esprit de Maroc, de Yhanallah, je vais essayer de présenter en français. Sur la prise en charge des migrants marocains âgés atteints de démence en Belgique. C'est un projet de la recherche que j'ai fait depuis 8 ans maintenant, mais en effet, je suis gérontologue et j'ai fait mon premier rapport sur les personnes âgées issues de migration en 2004. Et c'est là que j'étais encore jeune, et c'est là que les histoires de ces populations très invisibles m'ont touchée et que j'ai continué mon chemin là-dessus. Et petit à petit, je suis évoluée sur la question de la démence parce que c'est une question très précaire. Oui, on a parlé des mots, de terminologie. Comme j'ai dit, je suis flamande. On est orienté vers l'anglo-saxon monde, donc on continue à user le terme dementia parce qu'il n'a pas assez de connexion qui est négative, mais comme vous... oh, M. Cohen est parti. Ouais. Ah, voilà. Yeah. C'est un terme d'ombrelle ou de parapluie neurodégénératif dont la maladie d'Alzheimer est seulement un type là-dessus, c'est la plus connue. Le plan de ma présentation, je vais vous donner quelques mots sur le contexte concernant la personnes âgées d'issue marocaine et la démence. Après, aborder la question comment les soins aux personnes atteintes de démence sont-ils actuellement dispensés. Seulement focuser sur la migration en tant qu'un seul axe transversal qui détermine la trajectoire de la prise en charge et conclure avec des remarques finales. Le contexte de la Belgique, malheureusement, n'a été pas très diversifié, présenté hier. J'étais très heureuse de la présentation de le Pays-Bas, donc c'est un peu ça remarque plus ce contexte-là. Mais en focalisant sur la démence, on voit que parce que à travers l'histoire de migration après la Seconde Guerre mondiale, on a une population vieillissante qui est diversifiée en Belgique. En 2021, 12,7% des années plus de 65 ans avaient ils étaient migrés ou issus de migration. Dans les villes, la situation est plus... ils sont trop nombreux. Par exemple, à Bruxelles, il s'agit déjà de 40%, Anvers vers 16% et à Charleroi vers 30%. Dans les villes rurales, ça commence à augmenter. Les Marocains sont le groupe le plus important au dehors les personnes âgées d'issues de l'Union européenne. Mais ils étaient toujours dans le top 5 depuis 20 ans. Après les Néerlandais, les Français, les Italiens, les Marocains et les Turcs.
Le nombre de migrants âgés atteints de démence augmente, ça on le sait, même qu'on n'a pas des estimations très correctes. Ce sont des estimations statistiques, mais pas vraiment très correctes parce que c'est très difficile de compter ça. Et selon les études de Canivelli, par exemple, on sait que presque 7% des cas de démence dans l'Union européenne considèrent les migrants. Mais on sait déjà que c'est une sous-estimation, parce qu'une autre étude en néerlandais, en Pays-Bas, ils ont vu que le risque chez les personnes âgées d'issue marocains et turcs est plus élevé 3 à 4 fois. Dans cette population, on sait que la trajectoire de prise en charge de la naissance est un peu spécifique parce qu'il y a des difficultés diagnostiques, il y a préférence pour les soins familiaux et une sous-utilisation des soins professionnels. Et on a fait une étude approfondie parce que même quand il y a une très grande population de personnes âgées d'issues de migration et on estime qu'il y a de la démence, on connaissait en effet rien. C'est la première étude en Belgique sur ce sujet-là. Et on a fait ça aussi parce qu'on a vu que la culture est un regard très unilatéral dominant sur le sujet. On a voulu éviter ça et voir les choses un peu plus ouvertes. Et c'est pour ça que le but de cette recherche a été chercher des réponses sur les questions. Comment la démence et sa prise en charge sont-elles vécues? Comment la prise en charge de la démence est-elle assurée? Et quels sont les obstacles et les solutions trouvées et possibles? C'était une recherche qualitative où on a donné la voix aux personnes qui vivent cette réalité-là. On a engagé plus de centaines de personnes âgées d'issues de migration marocains, turcs et italiens, parce qu'ils sont les plus importants. Et aussi 65 aidants familiaux et professionnels. Et on a suivi 12 familles pendant 4 années. Donc, une partie longitudinale, on a suivi la prise en charge de la personne âgée qui a la démence. Je ne peux pas vous dire tous, donc c'est seulement un petit peu que je vais présenter aujourd'hui concernant la prise en charge actuelle de la démence dans les familles marocaines. On sait que c'est un résultat d'un processus de recherche continu, difficile, avec plusieurs obstacles. Et ces obstacles sont liés premièrement à la démence. C'est une maladie inconnue, comme vous avez dit, mais aussi c'est une maladie inassistable. C'est une maladie très difficile à gérer ou à prendre des stratégies parce que les défis changent tout le temps. Pendant cette maladie qui dure jusqu'à 10 ans quand on a de la diagnostic. Aussi, les autres obstacles considèrent les conflits relationnels, familiaux et professionnels. Je ne peux pas élaborer, mais il y a des conflits. Et aussi, concernant la position de pionnier en tant que migrant qui a de la démence et aussi pionnier comme aidant proche dans un contexte belge. Et ça veut dire que les aidants proches, ils doivent avoir des compétences pour aligner les attentes personnelles, interpersonnelles et communautaires dans un contexte de soins
professionnel qui est peu familier. Et aussi, il y a un autre problème que les soins professionnels n'apportent pas toujours le soutien nécessaire. Il y a le problème d'inaccessibilité, mais aussi de pauvre qualité. Parce que, comme vous avez dit, ce n'est pas les soins que les gens se sont reconnus, et il y a aussi la discrimination et le racisme qui alourdit le fardeau de soins. Donc, prise en charge de soins par les aidants familiaux est généralement très lourde, mais il y a aussi des choses positives quand on dit ça, comme faire le sens, donner c'est reconnaissez le trajet migratoire de leurs parents, c'est une façon de donner quelque chose d'autre, mais pas tous les aidants proches peuvent le faire ou veulent le faire. Je veux dire ça parce que j'avais l'impression hier que tous les Marocains veulent prendre en charge de leurs parents, mais la réalité nous montre que ce n'est pas le cas toujours. Donc, tous ces fardeaux donnent que c'est un impact en long terme sur les aidants proches, aux santé physique et mentale. La prise en charge maintenant, actuellement, est prise d'un réseau de soins transnational complexe. Transnationalité ici, c'est en Europe, donc on vit en Belgique, mais on a une fille en France et un garçon en Pays-Bas, donc c'est transnational en Europe, mais aussi au Maroc, est très dynamique et reflète la recherche de la créativité et de la créativité des soignants familiaux pour fournir ces soins adaptifs. Et ça change, c'est donné par un réseau très dynamique qui change avec les besoins et chaque phase de la démence. Et il est composé par des choses qui sont intéressantes pour nous aujourd'hui. Par exemple, une combinaison de soins professionnels, médicaux, et par exemple, care marriages, aller au Maroc chercher une femme pour le père qui est décédé comme une forme de soin, mais aussi attirer les aidants qui ont son document en Belgique à la maison pour aider. Et aussi une forme de soins relève au Maroc où ils aussi sont pris en charge par des aidants informels, de la famille ou pas de la famille, mais aussi utilisant les médecins qui sont ici. Si vous voulez en savoir plus, il y a un article là-dessus que vous pouvez trouver. Et je veux aussi dire que la présentation des soins de démence aux migrants âgés est influencée par une complexité de divers facteurs intersectionnels qui sont situés au niveau micro, méso et macro. On ne peut pas parler de ce sujet seulement tenir compte de la culture ou de la migration. Il faut aussi voir comment ils sont les autres processus dans la société, comme le racisme, mais aussi la neutralité assumée de notre soin, qui ne sont pas neutres, mais aussi, par exemple, l'effet de néolibéralisme et colonialité. Et c'est pour ça qu'on a besoin de nouveaux modèles de soins pour garantir des soins inclusifs adaptés dans une société diversifiée. Et c'est pour ça que j'ai développé moi-même un modèle qui est compliqué, donc je ne vais pas le présenter à ce moment.
Mais quand on focus sur la migration, comme c'est le sujet d'aujourd'hui, on voit que la migration est un événement important de la vie de personnes. Donc, il détermine l'expérience de la démence. Quand on retourne à la jeunesse était ici et là-bas. Mais aussi, ça veut dire que, par exemple, les familles ne savent pas toujours le contexte de leurs parents quand ils étaient ici. Donc, il y a des challenges ou des défis là-dessus. La migration est un fardeau, mais aussi une agence, parce qu'on voit que ces aidants proches ont une position sociétale vulnérable, comme on l'a dit, par la question de la classe, par exemple. Aussi les enfants, quand on voit même en Belgique, on est vraiment pas bien sur comment dire, que les gens qu'on a étudiés de la deuxième génération, ils sont très bas. Il y a la discrimination et le racisme dans notre soin médical et autres, mais aussi on voit que la migration est aussi une source de possibilités de prise en charge alternatives. Les alternatives, on est trouvé aussi parce qu'on est migré. L'agence de soins traditionnelle des familles reflète en effet des tendances qui sont au monde, la circulation de soins de famille transnationale, et aussi on ajoute les nouvelles alliances par les mariages de soins, et aussi il reflète la lacune actuelle dans les soins professionnels de la démence, manque de soins continus, intégratifs et inclusifs. Et aussi, reflète aussi des tendances internationales comme les chaînes de soins mondiales où il y a les femmes qui sont dans des situations précaires, qui sont attirées pour donner des soins. C'est une tendance internationale et appliquée aussi par ces familles. Le tourisme médical comme une réponse au manque de personnel soignant qu'on a en Belgique. Je vais dire un petit mot sur la recherche en cours qu'on est en train de faire maintenant, et c'est de développer la mise en place d'un outil de migration et de mémoire sensible. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez la réminiscence comme une thérapie psychosociale pour les personnes âgées qui ont la démence. On n'a pas ça pour les personnes âgées qui ont l'issue de migration, donc on est en train de développer. Et ici, le patrimoine migratoire est utilisé comme un atout dans les interventions de santé psychosociale. Et c'est une façon de répondre à l'identité multicouche et aux besoins des migrés âgés. Et on ne peut pas faire ça. C'est une chose dans ma recherche qui est très importante, c'est travailler avec les personnes âgées issues de migration eux-mêmes. Ils sont, comme vous voyez dans la photo, on est en train de développer ces outils avec eux, et on est en train de faire des interventions, tests dans les familles pour voir est-ce que ça marche et ça ne marche pas. Prochaine année, il y a un colloque là-dessus, donc si vous êtes en Belgique, la bienvenue. Un petit mot, je ne peux pas dire tout ça, mais si vous voulez apprendre encore plus sur ce sujet, j'ai écrit un livre avec ma collègue Anne sur ce sujet, et j'ai un ou deux exemplaires encore si vous êtes en intéressé, mais évidemment je suis à votre disposition. Mais on a aussi des
infographiques et des clips vidéo. Si vous en avez besoin, vous pouvez me le dire. Shukran. Merci beaucoup pour cette présentation qui complète complète très bien avec la présentation précédente. Et on voit aussi l'importance de la recherche, d'une recherche systématique et suivie, et aussi des approches qui tiennent compte du contexte dans lequel les soins doivent être administrés, un contexte très bien rappelé à la fois d'intersectionnalité et de globalisation, néo-urbanité. Toutes ces questions qui sont très importantes, mais aussi la production en même temps que la recherche, la production de matériel qui permet à d'autres de pouvoir intervenir s'ils s'intéressent à ces questions et pouvoir se former et s'informer. Merci beaucoup. En tout cas, maintenant, on passe à la troisième intervention, qui est celle de Madame Souad Méziane, qui va nous parler des personnes âgées immigrées, entrées en institution et maintien à domicile, appréhension, difficultés et besoins. Et vous avez la parole. Je tiens juste à dire que Selwa, c'est le premier gérontologue belge, donc on peut l'applaudir parce qu'elle a fait un super travail. D'origine marocaine, elle tient le préciser. Alors, donc je me présente, je m'appelle Souad Méziane. Moi, j'ai fait le choix de partager avec vous mon quotidien, qui est dans le champ de la santé du sujet âgé, donc, et qui va aller du repérage et du diagnostic jusqu'à la mise en place d'abord de projets d'adaptation et d'accompagnement de la personne âgée migrante, mais aussi de son entourage. Donc pour commencer, je vais présenter dans mon programme, ça va être présenter mon centre de travail. Je présenterai également mes missions au sein de ce centre pour vous poser un peu le cadre et vous permettre un peu de comprendre un peu tout ce qu'on y fait. Je parlerai de la fragilité du sujet âgé éméreux, parce qu'on a mis en place une consultation en arabe depuis plus de 5 ans. Et j'aborderai la question de l'entrée en institution du sujet âgé et notamment de peut-être l'absence du sujet âgé migrant dans ces institutions. Et je présenterai également quelques cas cliniques et je proposerai à la fin quelques solutions en tant que chercheur. Alors, le Brocalivin Lab, c'est 3 instances dans lesquelles il y a l'assistance publique des hôpitaux de Paris, donc dans lesquelles il y aura un DMU de gériatrie, il y a de la consultation de mémoire telles qu'elles ont été décrites pour le diagnostic, il y a des unités de soins de longue durée, donc dans lesquelles les gens très malades restent comme une maison de retraite mais bien institutionnalisée, bien médicalisée. Il y a des SSR gériatriques, donc des soins de suite et de réadaptation, des équipes mobiles gériatriques, mais aussi des unités spécifiques qui vont prendre en charge les maladies neurodégénératives dans des situations très extrêmes. À côté de ça, il y a l'Université de Paris, donc c'est le EA 4468, dans lequel il y a les maladies neurodégénératives, gériatrie et gérontologie, intervention psychosociale et technologique d'assistance, c'est-à-dire tout ce qu'on va mettre en place peut-être pour préserver l'autonomie du sujet âgé en général, mais aussi réagir et accompagner quand il y a une pathologie neurodégénérative, parce que c'est vrai que quand il y a une pathologie neurodégénérative, on va basculer dans un autre mode de système, dans un système de santé parallèle qui n'a plus rien à voir avec le vieillissement normal. La 3e unité, c'est le Centre Expert National. Donc, on travaille beaucoup sur les aides techniques, les stimulations en compensation cognitive. Donc, il y a de l'information, de la formation, mais aussi de l'évaluation des projets de recherche. Mes missions au sein de Brocalivin Lab, donc je suis neuropsychologue, et je participe à l'évaluation cognitive pour le diagnostic, donc le repérage et poser un diagnostic, c'est très important. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas de médicaments, mais il y a toute la prise en charge non médicamenteuse qu'il y a à mettre en place et qui va changer toute la réalité des personnes qu'on a repérées. Je travaille également en tant que psychologue de l'équipe mobile gériatrique externe. Donc c'est une équipe qui est attachée à l'hôpital et dans le cadre de l'ouverture de l'hôpital vers la ville,
Donc on va dans les maisons de retraite pour accompagner les équipes sur place et injecter un peu cette culture gériatrique qu'on a expérimentée, qu'on découvre de tous les jours. Je suis également chercheur, donc j'ai mis depuis plus de 14 ans un espace qui s'appelle Café Multimédia. Donc c'est un espace dans lequel j'accueille les seniors et ils vont évaluer les projets de recherche. C'est-à-dire tous nos projets de recherche, c'est vraiment de la co-construction avec les personnes concernées. On co-construit des projets. Les personnes âgées apportent vraiment leur regard sur ces projets et ça permet aux chercheurs de réajuster réellement sa recherche et surtout aux chercheurs d'aller cibler la recherche qui va servir le terrain et les besoins du terrain clinique. J'ai créé également un programme psychoéducatif pour les aidants et qui cible vraiment une phase très critique qui essaie de l'entrée en institution, qui nous interroge et j'aurai l'occasion pendant la présentation de partager avec vous. Donc pour comprendre la problématique du sujet âgé, il y a un terme qui s'appelle la fragilité. En quoi ça consiste? La fragilité est une entité qui désigne une situation à risque de développement ou d'aggravation d'un déclin fonctionnel, un déclin lié à un cumul de facteurs intrinsèques et extrinsèques. Donc il y a vraiment, j'ai mis en rouge le terme clé, c'est-à-dire un cumul de facteurs. Spécificité, c'est une instabilité et une hétérogénéité, c'est-à-dire cette fragilité, elle peut grandir ou baisser en fonction de l'évolution des situations. Ce cumul de facteurs peut accéder ou retarder, voire freiner l'évolution vers la perte des capacités. Parce que ce qui nous angoisse dans la vie, c'est cette perte d'autonomie. Parce que plus je deviens dépendant, plus l'angoisse d'être abandonné par l'autre augmente. Donc c'est pour ça que la perte d'autonomie vient un peu interroger, et cette vieillesse peut nous interroger parce qu'il y a des vieux qui sont très autonomes et la question ne se pose pas vraiment. L'impact de ces facteurs varie selon l'état de réserve fonctionnelle et les capacités à mobiliser ses propres ressources psychosociales. Face à la même situation, selon la position de la personne, est-ce qu'elle a accepté ou pas, est-ce qu'elle a des ressources, on ne va pas réagir de la même manière. Donc on ne peut pas généraliser les situations, ça dépend vraiment beaucoup des personnes et comprendre et accepter une situation, ça modifie toute la donne. Donc, ce syndrome de fragilité, c'est un concept multidimensionnel, dans lequel il y a des facteurs physiques, génétiques, physiologiques, sensoriels et moteurs. Il y a également des facteurs psychiques, cognitifs. Donc, on a parlé d'évaluation cognitive pour repérer une démence neurodégénérative. Personnalité et résilience, qu'est-ce qu'on a fait de nos traumas? Est-ce qu'on a fait de nos traumas quelque chose? La résilience, c'est vraiment pouvoir aller chercher tous ces traumas et en faire une force et aller au-delà. C'est-à-dire, au lieu de se positionner en victime, est-ce qu'on a choisi cette immigration? Non, j'ai choisi. J'avais pas le choix, ou au contraire, j'ai choisi, et donc c'est une force. Donc je me suis approprié ma destinée, et ça change beaucoup la donne. État psychotymique, est-ce qu'il y a de la dépression? Est-ce qu'il y a de l'anxiété? Quel est mon mode un peu à gérer ce quotidien et ce stress du quotidien? Trajectoire de vie, quels sont les traumas dans ces trajectoires? Culture et valeurs, quelles sont mes propres valeurs? Qu'est-ce que j'ai ramené vraiment comme valeur dans mes bagages, mais qu'est-ce que j'ai acquis aussi pendant les années d'immigration comme autre valeur que j'ai rajoutée? Donc les valeurs du sujet âgé ou migrant, marocain, c'est une complexité un petit peu de toutes ces données. Environnemental, familial, social et communautaire, technologique, et facteurs économiques et législatifs. Donc il y a des ressources financières, mais il y a aussi des aides matérielles et des aides humaines. Quelle est la spécificité du Marocain par rapport à ces 4 grands domaines? Les facteurs physiques, on va trouver des problèmes de santé liés aux conditions de plus en plus de place dans leur réalité de tous les jours. Facteurs environnementaux, familial, est-ce qu'il y a de la famille autour? Est-ce que c'est juste la petite famille qui est isolée? Est-ce que la grande famille vit à côté ou ailleurs? Social, peu d'interventions et liens sociaux, des vies qui se résument à un travail et à la vie au foyer logement ou une location en famille. Les MRE propriétaires est un phénomène nouveau dont les vieux n'ont pas bénéficié. On voit vraiment une nouvelle génération acquérir des maisons, mais avant, les anciennes générations n'avaient pas peut-être cette possibilité.
technologique, limitation d'accès aux nouvelles technologies. Sur les plans des facteurs économiques et logistiques, on va trouver un espace de vie limité, foyer, logement ou location, une retraite limitée, partagée avec le reste de la famille qui vit en France, au Maroc, aide humaine, absence d'aide des professionnels pour absence de diagnostic et d'accès aux droits. Et dans mon quotidien, cette absence de diagnostic et d'accès aux droits me pose tous les jours problème. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il n'y a pas de diagnostic posé et il n'y a pas de démarche de déclencher tous ces droits derrière. On a une maladie neurodégénérative, il y a toute une série de droits auxquels on peut prétendre. Pour les sujets vivant en famille, toute l'aide est assurée par la famille, notamment les mamans, les maladies d'Alzheimer et maladies apparentées. C'est vraiment une histoire de famille. Les familles assument toute cette aide de tous les jours. Et plus la maladie avance, plus cette charge va être un peu plus lourde pour l'entourage familial. Et on verra ça dans les cas cliniques. Les autres facteurs, le réseau et filières gériatriques, c'est un système complexe qui reste assez opaque pour eux. Mais il n'est pas opaque que pour eux, il est opaque même pour nous professionnels, parce que c'est la filière gériatrique, c'est un grand réseau, c'est très complexe, et le sujet âgé migrant n'a pas peut-être la possibilité de comprendre un peu tout ce qui existe autour de lui et vers où il peut s'orienter. On a également le retard du diagnostic par méconnaissance du système, mais aussi des schémas de pensée, une banalisation des oublis par exemple. C'est normal, je suis vieux, c'est normal que j'oublie. Ou par ce qu'on appelle anosognosis, à la méconnaissance un peu de ces troubles cognitifs. La personnalité, rigidité, refus des aides. Il y a des personnes, il y a des familles, ils ont vu que ça ne marche pas, mais le père, il refuse d'aller consulter. Acceptation de la maladie par la personne et son entourage, où on est. Est-ce qu'on est prêt à y voir plus clair dans la situation et accepter cette maladie et composer avec, ou au contraire, on va être dans le déni. Donc, en gros, pour le Marocain résident à l'étranger, on va voir un peu tous ces facteurs que j'ai mis en rouge qui vont être différents des autres. Donc, le retard du diagnostic, le schéma de pensée, de la rigidité, de la résilience, de la dépression, tumultueuse d'entre les deux, c'est-à-dire cette notion de vivre entre deux, reste et continue, et la place des vieux. Quelle est cette place? Quelles sont ses valeurs? Est-ce que c'est le vieux à la marocaine? Est-ce que c'est le vieux à l'européenne? Donc, qu'est-ce que je vais mettre un peu dans ces valeurs? Sur le plan environnemental, donc on a un isolement des personnes âgées et heureux ou de sa famille. Et sur le plan technologique, on a des bas niveaux. Je reviens juste sur les facteurs psychiques, donc cognitif, retard de diagnostic et schéma de pensée. Et c'est un retard de diagnostic parce qu'en général, c'est des gens de bas niveau. Et les gens de bas niveau et de haut niveau, c'est ceux qui vont échapper au diagnostic précoce. Parce que les hauts niveaux, ils vont compenser leur déficit très longtemps. Et les bas niveaux, leur quotidien, il est très simple. Et du coup, on ne va pas se rendre compte que la maladie est en train de s'installer. Sur les facteurs économiques et législatifs, donc on a des ressources financières limitées, demande d'aide et de reconnaissance de la maladie non faite, aide matérielle, donc méconnaissance du dispositif existant, accueil du jour, séjour temporaire, aide humaine plutôt familiale. Pour le reste, c'est la même chose. Donc là, c'est la partie du diagnostic et de ce retard de diagnostic dans nos unités. Et c'est pour ça que j'ai mis en place une consultation en langue arabe les lundis, en général le matin, mais je déborde, et dans lesquelles j'offre vraiment aux personnes une évaluation cognitive en langue arabe. Et rien que quand je les accueille, je leur dis salam alaikum, la personne, elle est détendue. Quand je lui dis comment ça va, l'ambiance devient différente. Et du coup, on va explorer et je vais essayer de documenter. Donc, bien sûr, je vais passer les tests pour faire l'évaluation cognitive, mais je vais aussi repérer toute l'histoire de vie, des choses peut-être qu'il ne va pas dire à un médecin qui ne parle pas sa langue. Donc, j'essaie vraiment par cette consultation en langue arabe d'être le plus fidèle à leur histoire et d'aller creuser peut-être tout ce qui peut servir pour la vie et le projet de vie de cette personne. À côté de la personne malade, il y a bien sûr les dents.
Et ça, c'est très très compliqué. Et c'est les dents qui portent. Et chez les Marocains résidant à l'étranger, les dents portent beaucoup, beaucoup. Et il va au-delà de ces limites. C'est pour ça que je me suis intéressée à l'entrée en institution, parce que le premier motif d'entrée aujourd'hui en institution en France, c'est 85% pour des troubles du comportement et un maintien en domicile impossible. C'est-à-dire on ne rentre plus en maison de retraite parce qu'on veut plus de prendre la tête avec les courses, on rentre parce que le maintien au domicile, il y a de plus en plus de troubles du comportement liés à l'évolution des maladies neurodégénératives et du coup, on ne peut pas faire autrement. Mais on va voir un petit peu pour le Marocain comment ça se passe. Et c'est pour ça que je vais vous présenter un peu l'entrée en institution, mais pas du côté du malade, parce que ce n'est pas vraiment lui qui va décider, mais plutôt du côté de l'élève. Pour entrer en général, donc il y a une perte cognitive liée à la dépendance qui va être majorée par les troubles du comportement, et à un moment donné, on va arriver à la limite du maintien au domicile. À ce moment-là, l'entrée en institution s'impose et ça va mettre les dents principales entre un soulagement, parce qu'il a pu assumer la charge au domicile, mais aussi de la culpabilité d'avoir trahi cette promesse qu'il avait donnée à ce parent de ne jamais le mettre en institution. Mais il y a aussi une recherche de sécurité pour son parent qui sortait, qui se perdait dans le quartier, mais en même temps de la solitude, parce que il avait été très occupé au domicile par son parent, il se sentait vraiment exister. Dans la mission de l'aidant, il n'y a pas que des choses négatives, il y a vraiment aussi des missions retrouvées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour l'évaluation de l'aidant, on ne va pas l'évaluer que par le fardeau, mais au contraire, moi les tests que j'utilise, c'est plutôt l'évaluation des difficultés, des stratégies développées, mais aussi de la satisfaction de l'aidant dans ce qu'il fait. Et avec ces trois volets, on va vraiment avoir une vue beaucoup plus réaliste de la position de l'aidant. Et puis, surtout, au moment de rentrer en institution, l'aidant va se retrouver face à une impuissance et perte de contrôle de la situation. À la maison, il gérait tout. Il décidait du repas, du temps du médecin qu'il allait voir, du temps du sommeil, du réveil, du programme à la télé. Il gérait tout à la maison. Et passer le relais à l'institution, c'est une nouvelle réalité. Donc, il perd le contrôle de la situation. Donc, cette réalité de l'aidant va impacter sa relation avec le parent malade lui-même, mais aussi avec l'équipe qui va l'accueillir. Donc, que se passe pour le Marocain résidant à l'étranger? C'est un peu la même chose avec des petites choses de différentes. Qu'est-ce qui est modifié? C'est que la limite du maintien au domicile, il y a une prolongation, c'est-à-dire on va au-delà de la limite du domicile. On va vraiment, l'aidant principal, il est épuisé, mais il va encore pousser plus loin jusqu'à l'épuisement, des fois jusqu'à l'hospitalisation de l'aidant principal. Et dans cette position, on va rendre des fois l'entrée en institution impossible, c'est-à-dire que ce n'est pas envisageable, c'est impossible. Et l'autre variabilité, c'est qu'il y a une culpabilité très 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 importante vis-à-vis de cette démarche de faire entrer un parent en institution. Donc cette réalité du malade et de son entourage est une réalité qui nous rattrape tous. Et le but, c'est de chercher des solutions. Donc les solutions proposées, c'est que selon le stade de la maladie, on peut proposer des programmes psychoéducatifs. Au début, par exemple, au moment du diagnostic, et ça c'est des cultures qu'on a déjà dans mon centre, c'est au moment du diagnostic, armer la famille, lui donner toutes les billes pour mieux gérer la maladie de son parent au domicile. C'est-à-dire, de quoi est-ce qu'elle a compris la maladie? Est-ce qu'elle l'a acceptée? Quels sont les moyens? Quelles sont ses réserves? Quelles sont ses ressources? Et adapter vraiment ces programmes aux phases de la maladie, parce que les besoins de l'aidant, comme ça a été dit, elles sont évolutifs aussi. Et elles évoluent selon les stades et selon l'évolution de la maladie de ce parent. Donc là, c'est vraiment l'exemple d'un programme psychoéducatif que j'ai mis en place au moment de l'entrée en institution, qui va répondre vraiment à chaque fois à une réalité complexe de l'aidant. L'aidant, bien sûr, il va se retrouver au moment de l'entrée en institution stressé, donc il y a du stress, de la culpabilité, du soulagement et la dépossession. Et ce programme psychoéducatif dans lequel il y a de la formation, de l'information, mais aussi de l'accompagnement individuel. Parce qu'il y a un temps individuel qu'on va offrir à l'aidant avant et à la fin du programme.
Et ce type de programme va amener un meilleur positionnement de l'aidant vis-à-vis de lui-même, c'est-à-dire que la mission qui s'est donnée, la représentation et le schéma de sa mission vis-à-vis de son parent, elle va être réajustée parce qu'il va aussi accepter ses limites. Ça va améliorer la relation avec le parent, mais aussi avec l'équipe soignante qui va intervenir, que ce soit au domicile ou en institution. Donc en général, ce type de programme, il y a cette thématique. Donc c'est 7 ateliers, 2 entretiens individuels avant et au début à la fin, et puis 7 thématiques en groupe avec des ateliers, et les thématiques, ils ont été réfléchis avec les aidants, c'est-à-dire on s'est posé dans des focus group avec des aidants pour leur dire qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui, de quoi vous avez besoin, et on a co-construit ce programme avec les aidants. Donc les thématiques abordées, c'est les maladies de la mémoire et une réalité des EHPAD, c'est-à-dire c'est pourquoi est-ce qu'on ne va pas en maison de retraite parce qu'on a une méconnaissance, c'est l'inconnu, et donc on va les outiller, leur donner vraiment tous les billes. Le fonctionnement d'une institution, vie ma vie de résident, les enjeux psychologiques de l'entrée en institution, qu'est-ce qui se joue pour moi, c'est-à-dire des fois les dents, ils s'autorisent même à réfléchir à sa réalité. Il ne s'autorise pas, il n'a pas le temps, parce qu'il est tellement pris par son parent malade qu'il n'a pas le temps de s'occuper de lui-même. L'alimentation, diversité et risque, et jusqu'au bout de la vie, c'est les moyens d'un meilleur accompagnement, et ça c'est vraiment le cœur de la problématique de l'aidant, c'est de perdre ce parent qui avance dans la maladie, qui avance dans la vieillesse, qui s'approche de plus en plus de la fin de vie. Et c'est un atelier aussi qui est très pertinent, mais bien sûr qui va arriver après des liens de confiance qu'on va construire avec tous ces gens et dans lesquels ils vont déposer toute cette angoisse. Une fois qu'on a déposé tout ça, on profite du devenir, on va profiter du présent. Donc l'accompagnement de l'aidant, il va se résumer à 2 volets, c'est-à-dire les aider à se séparer du deuil de ce parent malade qui évolue dans les maladies neurodégénératives et ne pas trop s'angoisser pour l'avenir parce qu'on est là, on va aider ces aidants, on va les accompagner, ils ne sont pas seuls à porter ce parent. Alors, quelques autres solutions, c'est créer des points d'information et d'orientation. Ça, c'est très important, peut-être les attacher au consulat. C'est à nous d'inventer un peu le modèle qui peut être pertinent. Mais il y a tellement d'aide, il y a tellement la personne qui vit et son entourage ont besoin de tellement d'informations. Il y a, par exemple, en France, il y a les points clics, il y a les points parallèle qui sont très importants. Et peut-être pourquoi ne pas créer ce type de dispositif au sein de nos consulats. Introduire la notion de suivi pour la fragilité, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que les gens tombent malades, mais peut-être faire de la prévention et les accompagner. Et au sein de mon hôpital, on a mis une consultation fragilité. Donc quand on a un parent malade, lui, il va bénéficier d'une consultation de mémoire, et la personne aidante, elle va bénéficier d'une consultation de fragilité, et on va accompagner un peu ces 2 volets en parallèle. Création des outils adaptés à son profil, programme psychoéducatif, et franchement, d'avoir créé un programme, de l'avoir mis en ligne, là, mon programme il est en ligne, il est accès libre, ça nécessite un peu de temps, une année ou 2 au début, voire moins, mais une fois que c'est mis, ça rend vraiment service à beaucoup de gens. Donc c'est des outils sur lesquels on peut travailler rapidement et adapter vraiment ces programmes à notre population. Formation et information des familles pour l'accompagnement de leurs parents et création de structures d'accueil adaptées si besoin. C'est pour pouvoir répondre à un besoin extrême des fois parce que le maintien au domicile est très très compliqué. Quand on arrive vraiment à la limite du maintien au domicile, pourquoi ne pas penser à des structures dans lesquelles on va prendre en considération peut-être l'appartenance religieuse, comme par exemple les fondations de Rothschild qui accompagnent tous leurs aînés dans cette démarche un peu de respect, surtout que dans la fin de vie, on a vraiment besoin de revenir vers sa religion pour trouver un sens à la mort, puisque c'est là où on va un petit peu se ressourcer. Alors, je pense que j'ai débordé un petit peu sur le temps, donc c'est pour ça qu'on va peut-être pas aborder les cas cliniques, mais elles sont très exhaustives et dans mes cas cliniques, je n'ai pas pris que des choses négatives. Il y a aussi des situations très complexes. Le dernier cas, d'ailleurs, c'était un monsieur de Vigui qui est venu, qui était très dément à un stade bien avancé, mais il ne voulait même pas nous laisser le consulter, il s'est allongé
sur le lit des malades, il ne voulait pas se lever, mais à côté, il y avait une dame, sa femme, qui avait bien compris la maladie. Elle-même, elle était accompagnée par son fils, donc elle-même, en tant qu'aidante principale, elle était aidée. Et il y avait vraiment une bonne ambiance. Ce monsieur tenait absolument à m'amener avec lui à la maison pour déjeuner, parce que c'était le temps du déjeuner, et sa femme, elle devait préparer à manger, et on devait manger ensemble. Donc des fois, même avec l'avancement de la maladie, s'il y a de l'acceptation, s'il y a un vrai réseau construit autour du malade, les choses peuvent se passer vraiment très très bien. Donc, en conclusion, une évaluation gériatrique de la personne âgée est très utile pour un bon diagnostic et une mise en place d'un projet de vie adapté qui respecte l'autonomie préservée du sujet et selon son souhait. Vraiment, c'est le vrai projet de vie pour tous nos seniors, c'est celles qui vont préserver leur autonomie. On a besoin de rester autonome, même avec une autonomie partielle, mais on a besoin de rester autonome. Mais par contre, de les rassurer sur l'accompagnement de tout ce qu'ils peuvent faire, ne peuvent plus faire dans les meilleures conditions. Elle est donc une approche globale dans laquelle s'articule une histoire de vie et son contexte actuel, un potentiel de base, un entretien approfondi avec le patient et son aidant fiable, et les possibilités de solutions à lui proposer. Et je pense que dans ce congrès, on a eu quand même pas mal d'idées qui ont émergé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à Souad Messian. Je vois une belle continuité entre les trois exposés qui ont été faits. Et surtout, il nous a rappelé l'importance aussi de la fragilité, mais aussi des ressources et des réserves qui existent chez les proches aidants et dans les familles. Et aussi le fait que finalement, l'aide à domicile, c'est la norme. Le fait de vivre à domicile et que l'entrée à l'institution se fait souvent dans l'urgence et dans la difficulté. Et si on peut la préparer un peu, et là vous avez donné beaucoup de pistes d'action et de soutien aux proches aidants qui semblent tout à fait prometteuses et intéressantes. Maintenant, je vais donner la parole au dernier intervenant qui n'aura pas la tâche facile puisqu'il a dû attendre longtemps, et puis Emmanuel Joblan, qui va nous parler des personnes âgées immigrées, une thématique qu'on n'a pas abordée encore, mais qui est toujours d'actualité, puisque même ici, une personne vient d'être malade, des personnes âgées immigrées face à la pandémie de Covid-19. Surtout, je voulais dire aussi aux collègues enseignants qui sont là, je suis le directeur de deux doctorats par rapport au côté de thèse. Le doctorat sciences de l'éducation, travail social et sociologie, travail social. Donc voilà. Bon, alors, je vais dire aussi une chose assez sérieuse avant d'aborder donc mon intervention. Quand je regarde ici, donc il y a Omar qui est passé hier. Ensuite, il y a Madame Waris Limani qui est passée hier aussi. Il y a le collègue donc Abdelkarim Belach qui est passé. Il y a Rémi. Et puis il y a Claudio. Je suis heureux de vous voir parce qu'en fait vous m'attendiez. Donc là je vais passer maintenant. Voilà. Et pour cet après-midi, ben, si vous voulez, vous pouvez partir. Quand j'aurai terminé, quoi, voilà. Mais mangez d'abord quand même, c'est important. Voilà. Donc je remercie le président qui est là et puis après aussi Omar de nous avoir invités. Voilà. Bon, alors, comme tout a été dit, comme quoi ces migrants-là, les migrants âgés donc, sont invisibles, invisibilisés, sont dans la souffrance, en fait il y a tout. En gros, ben, toute la misère du monde. Quoi. À croire, donc Dieu les a punis, hein, on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils sont partis en France. Lorsque d'autres qui partent en Belgique chez les Flamands n'ont pas de problème, hein, d'autres qui partent en Angleterre n'ont aucun problème, d'autres qui partent aux Pays-Bas n'ont pas de problème, à part quand même un problème. Comment est-ce que quelqu'un qui va aux Pays-Bas peut parler flamand? Non, plutôt néerlandais. Vous imaginez un Marocain en train de parler néerlandais? C'est quand même pas commode. Ensuite, les Flamands, pareil. Vous imaginez un Marocain en train de parler flamand? Les Marocains parlent arabe et français. Voilà. Bon, je vais passer tout de suite à la page 10, hein, donc 10e diapo. Je crois que ça ira plus vite comme ça.
Alors c'est un travail de recherche que nous avons fait avec des doctorants et puis après que nous avons mené avec 3 collègues. Et voilà, la recherche, donc c'est une recherche-action que nous avons menée avec 3 collègues. Donc il y a Pierrot Galoro, Kera Bellag et moi-même, et puis après des doctorants, et puis autour des manques de connaissances exprimés par les intervenants sociaux. Et donc l'objet de cette recherche, c'est donc de documenter donc, les réalités problématiques vécues par les personnes âgées immigrées, à savoir il y a quand même un certain nombre de travaux qui ont été réalisés en France, développer aussi en même temps des outils d'intervention, adaptés à la réalité spécifique en contexte des pandémies. Donc nous avons fait donc, cette recherche-action, dont les questions étaient donc quelles sont les difficultés, besoins et forces des personnages immigrés dans les contextes de la Covid-19, quels sont les défis donc, de l'intervention sociale auprès des personnages immigrés dans les contextes de la Covid-19 et comment soutenir et accompagner donc, efficacement donc, ces personnes. Alors, c'est une recherche-action qui s'est déployée dans 6 régions françaises. Donc, vous avez les régions, donc l'Île-de-France, Hauts-de-France, Auvergne, un peu partout. Et puis après, nous avons collaboré avec un groupe d'intérêt scientifique, un GIS, qui regroupe des établissements à caractère social, donc notamment les instituts régionaux du travail social. Et puis après, donc, l'objectif principal, effectivement, c'est d'outiller donc, les intervenants sociaux d'un guide des pratiques professionnelles qui est actuellement donc, en cours des rédactions. Alors nous avons rencontré donc, 79 personnes donc, en entretien individuel et puis en focus group, hommes et femmes, à savoir, donc c'est aussi une recherche qui a été réalisée pendant le Covid, donc c'était pas évident pour les rencontrer, c'était un peu compliqué. Et en même temps, je voudrais rendre hommage à une collègue de Lyon, là, qui est décédée récemment, donc Omar, je pense que tu le sais, Madame Ferrat, donc, et qui est décédée récemment, là, donc dans son sommeil, voilà, parce qu'elle nous a beaucoup aidé pour faire cette recherche-là. Donc voilà. Alors, donc, au niveau des l'échantillon, nous avons rencontré les 36 professionnels d'intervention sociale. Et toutes ces données-là ont été donc collectées et en même temps analysées. Les résultats, maintenant, puisqu'il faut aller vite. Les difficultés, les besoins, les forces des personnes âgées immigrées dans le contexte de la Covid-19. Premier point, c'est les accès aux informations sanitaires qui étaient difficiles. Deuxième point, ce sont les difficultés, les besoins. Et troisième point, donc les forces. Alors, accès à l'information sanitaire. Au début de la pandémie, et surtout lors du premier confinement, l'information sanitaire officielle a tardé à venir, à parvenir à ces personnes-là. Vous savez, il y a quand même une chose qu'il faut prendre en compte. Lorsqu'on parle de visibilité et d'être visibilisé, il y a eu la canicule en 2003. Là, c'est pareil, on ne les voyait pas non plus. En fait, pareil, ils pensaient que le soleil ne peut frapper que les Français pur port. Vous voyez? Et que eux, ben non, rien ne peut leur arriver. Donc, on a toujours pensé que ce sont des superman ou des superwomen, des invisibles, des personnes donc, qui, en fait, rien ils ne pourront jamais vieillir, ils resteront jeunes toute leur vie, ils ne pourront jamais clamser, comme disent les jeunes en France, vous voyez. Donc, voilà un peu, donc, les informations ont été difficiles à arriver. Ensuite, l'indisponibilité d'informations multilingues, vous voyez, parce qu'un certain nombre d'entre eux ne parlent pas non plus français, donc, et ça a été aussi un frein pour accéder donc, aux informations sanitaires officielles. Vous voyez donc, ensuite, lorsqu'on regarde cette situation et qu'il y a cette crise majeure de la pandémie, donc tout cela renvoie à la dévalorisation, à des situations angoissantes. Pourquoi? Parce que pour accéder aux informations, il fallait qu'ils passent par des intermédiaires. Et puis après, le fait de ne pas pouvoir traiter ces informations elles-mêmes et de comprendre elles-mêmes ces informations a amené aussi des difficultés, mais aussi de l'autre côté amené à des décisions un peu plus éclairées. Alors, au début de la pandémie, premier confinement, dans la région Île-de-France, les gestionnaires et les responsables de certains foyers ont disparu. Complètement disparu. Madame Ferrat, dont je viens de rendre hommage tout à l'heure, nous expliquait que
il était obligé d'aller frapper au bureau des administrations pour pouvoir aider donc, ces personnes âgées. Et tout ça grâce aux cafés sociaux. C'est-à-dire les cafés sociaux étaient restés ouverts. Mais par contre, un certain nombre de structures étaient fermées. Même les centres sociaux, vous voyez. Et donc, il y a les résidents qui étaient restés donc, livrés à eux-mêmes sans information sur la situation pandémique. Il y a eu des interventions, mais assez tardives dans les foyers. Et tout cela a été vécu par ces personnes comme une sorte d'abandon. Et elles qui étaient déjà abandonnées. Ensuite, cette privation d'information les a conduits à rechercher des sources d'information par leurs propres moyens. Vous voyez, dans leur langue propre. Donc, du coup, les WhatsApp et tout ça, beaucoup fonctionnaient. Vous voyez, dans les médias de leur pays d'origine, chez leurs amis, dans les réseaux sociaux et aussi dans les médias nationaux. Alors, bien qu'au début de la pandémie, la plupart mobilisaient donc ces médias pour y trouver l'information personnelle, notamment les médias des pays d'origine, beaucoup ont continué de les faire par la suite, parce que la pandémie a été vécue de manière transnationale. Alors, très attentif et concerné par l'évolution de la pandémie en France et dans leurs pays d'origine, et aussi inquiète par rapport à la situation de leurs proches. Et donc, comme dans l'ensemble de la population française, il y a effectivement cette variété d'informations qui a progressivement engendré donc une sorte d'infodémie. L'infodémie, donc une surabondance d'informations contradictoires et tout ça. Donc, cela l'a été un peu pour nous aussi. Il n'y avait pas que. Donc voilà, des doutes, de l'incompréhension, de l'anxiété, certaines formes de défiance envers les autorités de santé publique, les gouvernements, les médias. Alors, lorsqu'on interrogeait notamment les femmes et tout ça, il y en a une, je me rappelle, qui me disait, mais vous savez, là nous sommes dans une sorte de complot mondial. Macron, lui, mais il fait partie de ces complots mondiaux. Comment sait-il que les 25, que tel jour on doit être confiné, tel jour on est déconfiné, et tel jour c'est ça? Parce qu'ils se sont arrangés entre eux. Et c'est une maladie pour exterminer les Arabes et les vieux. Vous voyez, donc, mais nous on était là, donc on écoutait tout ça, et voilà. Des doutes aussi sur la véracité des messages. Et donc, plusieurs disaient avoir confiance aux autorités sanitaires, et beaucoup aussi disaient que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Beaucoup ne voulaient pas se faire vacciner. Sachez que là aussi, c'est une information. C'est-à-dire qu'il y a eu une forme de vaccination faite par obligation. Pourquoi? Parce que si tu ne les fais pas vacciner, ben, tu ne pourras pas revenir au bled. Vous voyez? Tout cela, donc, on voit bien finalement cette question des donnants-donnants. Donc, plus d'un an après les premiers confinements, au mois des entretiens, donc avril-septembre 2021, la majorité de ces personnes estimaient que la Covid-19 est une maladie grave qui touche le monde entier. Les gestes barrières, les mesures de distanciation physique et tout ça étaient nécessaires pour mettre un terme à cette pandémie. Quasiment toutes avaient une bonne compréhension de la pandémie du virus, savaient nommer la maladie, connaissaient aussi les symptômes, savaient ce que sont les gestes barrières, connaissaient les circuits de dépistage et aussi la vaccination. Mais beaucoup ont aussi souligné les décès, des hospitalisations qui auraient pu être évitées si l'information était claire dès le départ. Beaucoup ont été porteurs des virus, mais qui l'ont contaminé aux autres, qui l'ont passé aux autres. Et donc, tout cela a provoqué donc chez ces personnes une profonde détresse et puis un sentiment de culpabilité. Maintenant, les difficultés et les besoins. Donc, nous avons rencontré des personnes en grande souffrance affective, financière et psychosociale. La problématique des logements par rapport à ces personnes, que ce soit en foyer ou bien en habitat IFI, cette problématique est apparue de manière centrale. Suroccupation des logements, vétusté, exiguïté. Alors à savoir, donc, c'est-à-dire que c'est la contradiction pendant qu'on réclamait qu'il y ait une distanciation physique et les autres étaient confinés ensemble dans leurs appartements. Des logements qui étaient incompatibles avec les mesures de distanciation physique, la suroccupation qui exposait à des risques élevés de contamination, et à savoir, donc nous avons là des personnes qui avaient donc une santé fragile. Ensuite,
autre chose aussi, l'aggravation de leur précarité financière durant cette période-là. Perte d'emploi. Alors, attention, lorsque je parle de perte d'emploi, les étudiants, ils ont trinqué. Hein. C'est-à-dire que durant cette période, nous avions des étudiants qui avaient des petits boulots pour pouvoir survivre. Cela a été difficile, vous voyez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dû mettre en place des chaînes alimentaires par rapport aux étudiants pour qu'ils puissent continuer de vivre. C'était extrêmement difficile. Ensuite, beaucoup d'entre eux disaient aussi vivre d'importantes difficultés financières pour manger, pour payer les charges, les loyers, les téléphones, pour se procurer les ressources essentielles par rapport à la situation de la crise. Et donc, autre chose aussi, le fait de ne pouvoir apporter un soutien financier à leurs proches au pays. Hein, donc, c'est que, vous voyez, donc là aussi, cela a été difficile et vécu de manière assez difficile. Donc, autre chose aussi, la pandémie a accéléré les processus de dématérialisation des services publics. Ça, c'est la nouvelle maladie, vous voyez, qui frappe le pays, enfin, ces pays-là. Moi, j'ai passé 2 heures. Parce qu'avant, tu remplissais le papier, tu arrives à la mairie, tu prends la photo, voilà, tu souris, tu enlèves tes lunettes. Là, eh ben, il faut aller je ne sais pas où, et tout ça. 2 heures. La carte d'identité française aujourd'hui, pour l'avoir, tu es obligé de les faire de manière dématérialisée. Alors, imaginez un peu les aînés et toutes les difficultés. Mais quand je parle de ça, tous les aînés, hein, que ce soit les Français pur porc ou les autres, hein, vous voyez, ça, ce sont des situations très très difficiles, dénoncées d'ailleurs assez fréquemment par la défenseur des droits.